Merci Somaya. Le drame Liana, on va en parler à l'instant et nous sommes toujours autour de la table avec Charlotte Dornelas, Gilbert Collard, Gérard Carraou, Joseph Massescaron et Thomas Bonnet. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, vous nous écoutez jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. Et je voulais que nous voyions d'abord le tweet de Sébastien Lecornu. Alors, la parole politique est à la hauteur de ce drame. La parole. Après, on va voir les actes. Mais la parole, elle est claire. Le pré-rapport d'inspection qui a été remis ce matin au gouvernement établit une vérité d'une extrême gravité. Et Gérald Darmanin est sur la même longueur d'onde. Voyez le sujet de Chloé Tarka. Un rapport sensible qui met en lumière de graves dysfonctionnements dans la chaîne de traitement de l'affaire. Sur X, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris acte des conclusions et souligné la gravité des faits. Le rapport ne décrit ni un simple dysfonctionnement administratif ni un manque de moyens. Il souligne d'abord que les premiers actes d'enquête réalisés par la première juridiction et les enquêteurs ont été conduits de manière efficace. Mais la suite de la procédure a été marquée par une succession d'erreurs, de négligences, d'inaction et de mauvaises décisions à plusieurs niveaux de la chaîne judiciaire et de l'enquête. Un constat qui relance le débat politique sur les responsabilités. Invité sur le plateau de TF1, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé l'ouverture de sanctions. J'engage ce soir une procédure disciplinaire, une enquête administrative qui me sera rendue avant la fin de l'été pour engager des sanctions qui seront là à la hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du parquet d'Auch qui, en effet, d'après ce rapport, a démontré des défaillances extrêmement importantes. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a ordonné une enquête de commandement afin de déterminer précisément les responsabilités dans le traitement du dossier. Gilbert Collard est avec nous ce matin. Je disais que ce drame Liana, on a découvert des choses que je n'imaginais pas. Mais vous, qui êtes un homme de justice, de loi, qui connaissez la justice et son fonctionnement, est-ce que vous avez été étonné de ce qu'on a appris ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Si je remonte dans le temps, je pourrais exhumer des dossiers qui racontent la même chose. C'est absolument pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que là, on le dénonce. Non, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que quand vous avez commencé votre carrière d'avocat dans les années 70, oui. Est-ce que la justice fonctionnait mieux ? Est-ce que ce type d'affaires n'aurait pas existé ? Alors écoutez, franchement, ce type d'affaires, dans les années 70 jusqu'à 80, n'aurait pas existé, parce qu'il y avait un souci, et puis une hiérarchisation quand même. Voilà. La hiérarchie fonctionnait encore, et il y avait des sanctions internes, jamais externes, c'était toujours en catimini. Mais ce qu'il faut savoir là, c'est que sur le plan militaire, il va y avoir des sanctions rapides. Sur le plan judiciaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, section parquet, qui va se prendre. C'est l'IGGN aussi pour les gendarmes. Voilà, oui. Oui, mais c'est pas la même composition. Non, mais il peut révoquer Gérald Darmanin. Oui, Gérald Darmanin peut révoquer. Alors que le magistrat, il ne pourra pas le révoquer. Il faut que ce soit il faut que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature. Ah non, moi j'ai posé la question à Gérald Darmanin. C'est un avis, le Conseil. Oui, voilà, oui. Ah oui, mais si lui, Gérald Darmanin, dit ce soir, je révoque Monsieur X, il peut le faire. Il peut le faire, à condition d'avoir un avis du Conseil. Pas pour le parquet. Ah oui, c'est vrai que c'est le parquet. Oui, on est au parquet là. Oui, exactement. Oui, ce que je dis est vrai pour les magistrats du siège. Exactement. Pour les magistrats du siège. Mais là, on est sur le parquet. Oui, vous avez raison. Oui. Autant pour moi, on est dans le parquet. Donc, effectivement, il peut le faire, mais il ne pourra le faire que lorsqu'il aura le rapport complet. Hein. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que ça tombe sur un substitut. Voilà. La réflexion que je peux me permettre de faire, et qui m'a étonné, c'est que quand même, c'est le sous-gradé qui prend, alors qu'il y a quand même un procureur qui est responsable, dont on annonçait en plus une promotion. Hein. Là, j'ai du mal à comprendre pourquoi le substitut est responsable, alors que le procureur, qui est le patron du parquet, ne l'est pas, quoi. Voilà, ça me pose quand même une question, ça. Alors il ne faudrait pas qu'on ait affaire encore à la théorie du lampiste. Hein. C'est-à-dire qu'on est habitué à inspection, enquête, conseil de la magistrature, et tout ça dure des mois.
C'est Oui, ça d'accord, non, mais la difficulté d'enterrer les dossiers. Mais Gérald Darmanin était hier soir sur, je crois, TF1. Oui. A priori, il exprime une volonté claire d'agir. Oui, mais là encore, Pascal, si je peux me permettre, hein, ce qui est surprenant, et je crois que Charlotte a le même sentiment que moi, là, c'est que d'entrée, on nous dit que c'est un substitut qui va devoir rendre des comptes. Ce qui semble exclure complètement le procureur de la chaîne des responsabilités. Écoutons-le, Gérald Darmanin, hier sur les processus disciplinaires, hier soir sur l'antenne de TF1. J'engage ce soir une procédure disciplinaire, une enquête administrative qui me sera rendue avant la fin de l'été pour engager des sanctions qui seront à la hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du parquet d'Auch qui, en effet, d'après ce rapport, a démontré des défaillances extrêmement importantes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est révoqué, ce substitut? Non. Ça veut dire Pourquoi? que... Mais attendez, il y a en fait... On va le déplacer. Pardonnez-moi, si cette petite fille est morte à cause de lui... Non, attendez. C'est pour ça que je dis si. Ah oui. Si cette petite fille est morte, parce que précisément quelqu'un n'a pas fait son métier. Mais en fait, si vous lisez le Je ne rapport dis pas que d'inspection... c'est le cas. Vous voulez savoir Je dis si on arrive à cette conclusion. Le vrai problème qu'on a du mal à évoquer, parce que c'est compliqué techniquement, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de responsabilité civile des magistrats. Un magistrat commet une faute avérée, c'est l'État qui intervient et qui paye. Lui, il dit pas ça, Gérald Darmanin. c'est formel. Non, mais vous avez raison, mais sur le plan moral, lui, je ne vais pas dire qu'il dit à peu près ce que je dis là, mais il dit nous n'avons pas sauvé cette petite fille. Écoutez ce qu'il a dit. Oui. Écoutez. Si je n'ai pas réussi à sauver cette petite fille, évidemment que nous avons tous à nous remettre en cause, comme les procureurs généraux, comme les procureurs de la République, comme leurs substituts, comme les services de police et de gendarmerie. Le peu de temps qu'il me restera au ministère de la Justice, nuit et jour, avec les magistrats et avec les policiers et les gendarmes, nous sauverons tous les enfants qui doivent être sauvés avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'efforts. Il dit la même chose, hein. C'est un peu choquant la manière de peut-être qu'il y avait eu moins d'interpellations d'agriculteurs au même moment, hein, parce qu'il y a eu aussi une priorité donnée aux interpellations d'agriculteurs. Hein. Charlotte Dornelas. C'est demandé aussi au parquet, donc c'est là où c'est pas évident. En fait, ce qu'on comprend à la lecture de ce rapport, à la fin, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de réaction nécessaires. Et en effet, la question du substitut se pose parce que dans la liste qui est faite des défaillances qui ont été constatées et qui ne sont pas des atteintes à la loi, hein. C'est pas des personnes qui ont fait des choses illégales. Elles ont mal fait certaines choses. Vous en avez, ces défaillances-là, elles existent. Au moment du dessaisissement au parquet de Toulouse, qui parle de la sanction? Personne. Vous en avez au moment de l'enregistrement du bureau d'ordre. Qui a parlé de sanctionner les greffiers du bureau d'ordre? Personne. Vous en avez en effet au moment où la substitut prend l'affaire, qu'elle met du temps. Le rapport lui-même dit elle n'était pas exactement en train de rien faire pendant ce temps-là parce qu'elle a envoyé son emploi du temps et il était, je cite le rapport texto, pour le moins chargé. Donc il y a un problème de priorisation. Donc elle a mal dirigé son enquête, que par ailleurs le gendarme n'a pas fait, mais le procureur, qui est en charge de l'organisation de son parquet, n'était même pas au courant que ce dossier existait. Donc vous avez des niveaux de lecture différents. Il y a en effet des erreurs, et l'enquête administrative jugera si oui ou non ces erreurs quelle sanction est nécessaire. Mais si on veut, et j'ose espérer que c'est vraiment la motivation de tout le monde, si on veut qu'il n'y ait plus de l'IANA, alors il faut être honnête jusqu'au bout. Quand on dit dans cette affaire, la chaîne de protection a failli, on peut enlever dans cette affaire. La chaîne de protection faillit désormais partout pour des raisons différentes, pour des raisons d'absence de fonctionnement correct, pour des raisons d'absence de pilotage. Les parquets sont aveugles sur leurs enquêtes préliminaires, tous les parquetiers le disent, il n'y a pas de process établi. Là, vous lisez le rapport, franchement, je dis à tous les gens qui ont un peu de temps, c'est 56 pages, lisez-le. Parce que, honnêtement, vous voyez de bout en bout que c'est une institution submergée. On ne sait plus, donc en effet, elle fonctionne, vous savez, sans réflexion. Vous sentez ça de bout en bout, sans réflexion. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Le seul, véritablement, dans ce rapport, hein, moi, j'ai pas eu, mais en lisant le rapport, le seul qui, du début à la fin, appelle, dit attention, il y a urgence. Il y a la maman de la petite Rosa, évidemment.
Mais le seul qui le fait, c'est le gendarme de la Plaisance du Touche, qui a reçu la mère et la petite fille. C'est le seul qui, dans toute la chaîne, a eu la victime en face de lui. Et lui, il appelle, il dit attention, c'est urgent, attention, il peut faire d'autres victimes, attention. Donc en effet, ça n'a pas été pris au sérieux comme ça méritait de l'être. J'ai pas de problème avec ça et qu'on prenne les décisions nécessaires pour que tout le monde se remette en cause. Mais simplement, ça ne suffira pas du tout à sauver d'autres victimes qui sont aujourd'hui en attente, on l'a bien vu, dans les parquets, en attente dans les commissariats et en attente évidemment dans la vie, puisque certains n'y vont même plus porter plainte. Joseph tout à l'heure, c'est-à-dire que ce pays, ça pète de partout. Et qu'est-ce qu'on fait ? On chante à l'Élysée et ce soir on est au Panthéon. Voilà. Que de la com. Que de la com. Que de la com pour le président. Pour dire moi. Moi je chante, moi j'enterre, moi. C'est insupportable. Moi, je trouve que c'est insupportable. Je vous assure, c'est insupportable. Et quand j'entends... C'est insupportable. Parce que si à côté, on ne découvrait pas ça, pourquoi pas ? Mais toute la com est faite pour le président, pour le mettre au centre de tout. Mais c'est pas des... Il y a des sujets plus importants, pardonnez-moi, que de panthéoniser, même si ça a sûrement un intérêt historique, mais il y a des sujets plus graves dans la hiérarchie. Il y a autre chose à faire. Et c'est ça qui met en colère, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Vous parlez bien sûr de Marc Bloch, mais surtout quand on ne prend pas les leçons de Marc Bloch. C'est-à-dire on panthéonise et on ne prend pas les leçons qu'il nous a laissées. Oui, j'ai vu que ce matin, Vincent Trémolet de Villers, dans son papier, citait à juste titre des phrases de Marc Bloch. Magnifique, Le papier, comme toujours, de Vincent était formidable. Et L'étrange défaite est un livre que tout le monde devrait lire et relire, quoi. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, quand on en parlait tout à l'heure, quand on lit L'étrange défaite, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes signes aujourd'hui. Oui, mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vers une catastrophe. Alors bon, ça ne sera pas forcément une occupation étrangère, mais on va vers une catastrophe. Marc Bloch raconte dans L'étrange défaite, si j'ai 30 secondes, vraiment quand on voit la 7e compagnie, on se dit c'est inventé. Quand on lit L'étrange défaite, on se demande si le scénariste n'a pas lu le livre. Marc Bloch était affecté à la distribution d'essence. Il parcourait la France pour alimenter en essence les armements. Et il se trouve dans je ne sais plus quelle ville de France, et à un moment donné, il voit le colonel qui sort avec sa badine. Les Allemands, ça y est, avaient envahi le territoire. Mais comme les communications téléphoniques étaient en rupture, on ne le savait pas. Bon. Il voit le colonel, c'est écrit dans le livre, avec sa badine, qui au loin voit des chars. Il court après les chars. Et il dit « Bande de lâches, revenez ! Bande de lâches, revenez !» Et Marc Bloch écrit « Je me suis précipité pour le plaquer au sol. C'était des chars allemands. » L'étrange défaite. J'invente pas, vous pouvez aller vérifier. Bon, voilà. Alors, quand on est à ce niveau d'incompétence, vous comprenez, de gâtisme même, on peut se demander si aujourd'hui on n'a pas une même prolifération. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé lundi demander une enquête de commandement pour mettre en lumière les responsabilités de chaque intervenant, dont le traitement de la plainte de la petite Rosa en août 2025, qui aurait été violée 50 fois, après le rapport d'inspection dans le sillage de l'affaire du drame, Liana, mettant en lumière ses défaillances. Il a par ailleurs indiqué dans un communiqué avoir souhaité que le directeur d'enquête et le commandant de la compagnie de Condom fassent l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service et qu'ils soient placés dans des emplois hors exercice de la police judiciaire. Écoutez Célia Barotte qui nous rapporte les informations du ministère de l'Intérieur. Pour Laurent Nunez, le pré-rapport d'inspection de fonctionnement relative au traitement de la plainte de la jeune Rosa met en évidence une phase marquée par des défaillances de suivi, de coordination et de pilotage au niveau du parquet d'Auch et de la compagnie de gendarmerie de Condom. Selon le ministre de l'Intérieur, le transfert du dossier de Toulouse à Auch a notamment, je cite, provoqué une rupture de continuité dans le suivi de la procédure, de la perception du danger et de l'urgence. Il a ajouté que les mécanismes de contrôle et de priorisation de ce dossier se sont alors avérés défaillants et que ces défaillances collectives n'ont pas permis de corriger les manquements individuels, plus particulièrement au sein du parquet d'Auch et de la brigade de Lectoure. Laurent Nunez évoque une analyse et une stratégie qui ont conduit à ce que d'autres missions priment sur le dossier, laissé, nous dit-il, sans nouvel acte d'enquête ou de contrôle depuis le 14 février dernier, par, je cite, un manque de discernement avéré, malgré les 8 appels à l'aide de la mère de Rosa. C'est donc pour cette raison que le ministre de l'Intérieur
l'Intérieur a demandé à l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale d'ouvrir une enquête de commandement pour faire la lumière sur les responsabilités de chaque intervenant. Il a également souhaité que le directeur d'enquête et le commandant de compagnie de Condom fassent l'objet d'une mutation d'office, je cite, dans l'intérêt du service et qu'ils soient placés dans des emplois hors exercice de la police judiciaire. Enfin, d'après Laurent Nunez, les conclusions de l'enquête conduiront à déterminer les mesures disciplinaires nécessaires et adaptées et le cas échéant de prendre d'autres mesures individuelles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Pardon, Charlotte. Non, Charlotte, vas-y. Charlotte là, Dornelas. je lis le Bordeaux, il n'y a pas d'attaque sur le Bordeaux lui-même, Oui. mais en effet, depuis hier, on a le rapport charge la chaîne pénale de la même manière qu'il accable la gendarmerie. Quand vous lisez le rapport en entier, les gendarmes de la Plaisance du Touche qui prennent la plainte au début, ils font un travail exceptionnel et croyez-moi proactif par rapport à leur dose de boulot. Ils appellent, ils rappellent, c'est eux qui demandent au parquet de Toulouse précisément de se dessaisir de manière numérique en disant il faut que ça aille vite, cet homme est dangereux, on l'a identifié comme dangereux, il voit qu'il y a eu un classement sans suite, donc il y a déjà eu potentiellement une victime, il peut donc y en avoir d'autres. Ce que le parquet de Toulouse ne fait pas, hein, ils choisissent la voie postale parce qu'il y a un scellé, en l'occurrence, qui veulent joindre immédiatement à la procédure. Vous comprenez qu'en fait, toutes les décisions, d'ailleurs, les gens les expliquent, en fait. Il y a des erreurs qui, prises une à une, ont l'air un peu anecdotiques et qui, dans la longue chaîne, sont absolument dramatiques. Et encore une fois, je pense que si on peut sortir de là de véritables process et pas des process, inintelligents, qui sont déresponsabilisants. Quand on vous dit juste tu abats, tu remplis, tu numérises, tu fais des dossiers toute la journée et surtout tu ne te poses pas de questions, derrière c'est très déresponsabilisant. Donc il y a une réflexion infiniment plus profonde que l'affaire elle-même. Mais Charlotte, il y a quelqu'un qui m'envoie, que je salue d'ailleurs, qui a travaillé à TF1 jadis, qui s'appelle Patrick Monet, qui dit en France, le social et les subventions sont prioritaires, absorbent des milliards et des milliards au détriment de tout le reste, équipement, investissement, santé, justice, sécurité. Moi, il y a un chiffre que je cite toujours, sur 1000 euros d'argent public dépensé, il y a 4 euros pour la justice. C'est pas possible, en fait. Et il y a 250 euros pour la médecine et 250 euros pour les retraites. Pour les prisons. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Donc, quand, en fait, le reproche numéro 1 qu'on peut faire au chef de l'État sur ces 10 ans, c'est de ne pas avoir changé ça, de ne pas avoir eu le courage de s'attaquer à ça. Il dit j'ai augmenté la justice, ça ne veut rien dire, puisque c'est manifestement, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'il faut un plan Marshall sur la justice, il faut un plan Marshall sur l'école, il faut un plan Marshall sur la médecine. En fait, il faut quelqu'un qui fasse, pas quelqu'un qui parle ou qui chante. Surtout, ou qui danse. Il faut quelqu'un qui fasse. Mais surtout qui fasse. Donc c'est pour ça qu'Édouard Philippe, il fera rien. Vous savez où il est ce soir, Édouard Philippe ? Non. Eh ben, je vais vous le dire. Parce que Club Med. c'est vraiment passionnant d'ailleurs, parce que ça en dit beaucoup, forcément. Ce soir, je vais vous dire où il est, parce que j'ai vu passer et c'est très intéressant. C'est très intéressant, parce que ce soir, il est au Grand Orient de France. Mais qu'est-ce qu'il va foutre là ? Mais voilà, il est à 19h30, le Nord, hein. La République face au temps présent. Mais le Grand Orient de France, j'ai rien contre le Grand Orient de France. J'ai envie de dire, je les connais par cœur. Tout ce qu'ils disent n'est plus adapté, hélas, à la société française. Donc c'est cet humanisme qui était formidable d'ailleurs, mais qui aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est pas ça. Mais il va chercher, effectivement, parce que quand tu vas parler devant le Grand Orient de France, il parle à 19h30, c'est intéressant. La République face au temps présent, c'est mercredi 24 juin à 19h30. Tu prends un certain cercle d'influence intellectuelle dans le pays. De gauche, hein. Humaniste, on va dire, de gauche. Oui, de gauche. Non, le Grand Orient, le Grand Orient, il se réclame d'une pensée très à gauche. Mais ils n'écouteront pas Marine Le Pen. Ah non. Il y a 40% des gens qui votent pour Marine Le Pen, mais ils les écouteront pas. Mais Maffezoli a été exclu du Grand Orient parce qu'il était venu faire une conférence chez moi. Mais bien et parce qu'il avait fréquenté Marion Maréchal. Et c'est très intéressant qu'Édouard Philippe, il aille là. Oui. Ça fait sens. Et il sera ce soir au Grand Orient de France. Donc tout ça est très intéressant. Mais ils sont à côté. Parce que c'est pas du tout ce que réclame la société française aujourd'hui. Donc... Gérard Carreau. Oui, non, mais c'est pas étonnant de la part de Philippe. Mais c'est il a déjà pris des positions aussi bien à la fête de l'humanité qu'au moment d'élection, en disant qu'il préfère voter pour un communiste. Enfin, je veux dire, c'est clair. Il fait là cette soirée
au Grand Orient, c'est évidemment un appel du pied à à la gauche républicaine, de la part d'un homme qui sera le candidat du centre droit. Mais c'est le centre de la raison, absolument. Bien sûr, c'est le cercle de la raison. Et c'est pas étonnant qu'il donne un gage. Bien sûr. C'est pas non plus des gauchistes, le Grand Orient. Non, c'est pas des gauchistes. C'est quand même l'idéologie. C'est quand même une forme d'idéologie qui a baigné un certain nombre de décisions politiques importantes depuis 20 ou 30 ans. Bon, alors il y en a des bonnes. On peut dire qu'effectivement l'interruption de grossesse, bien sûr, c'est la dernière loi, la loi Neuwirth. Absolument. Mais il y en a eu d'autres qui sont beaucoup plus contestables et qui vont dans un certain nombre de directions. Dont l'euthanasie. Dont l'euthanasie. Logique, hein. Alors voilà, effectivement, il va donner des gages. Et l'anticléricalisme. À un institut de pensée, puisqu'on appelle ça une association de pensée, maintenant la franc-maçonnerie. Bon, une association de pensée qui va dans un sens qui est le progressisme. C'est tout. Oui, donc c'est un progressiste. Les idées sont généreuses. C'est très difficile d'attaquer le Grand Orient de France et en général. C'est le progressisme. C'est des idées humanistes. Mais il y a un moment où effectivement... C'est surtout aujourd'hui que le Géo vit des moments difficiles parce qu'il vit une tension interne entre les laïcs et un entrisme LFI qui est de plus en plus important. Oui, faut le dire. Oui, faut le dire ça aussi. Donc ça, c'est quelque chose. C'est un enjeu aujourd'hui au Grand Orient. Ah oui. C'est un enjeu, c'est un véritable. Ça a changé. Enjeu. Non, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Et il y a, pour l'instant, ceux qui sont majoritaires sont encore les tenants d'une ligne laïque, enfin laïque traditionnelle telle qu'on l'entend, mais peut-être pour combien de